Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des idées. Pour aujourd'hui, on va recevoir une dame. Je vais la laisser se présenter, comme ça elle nous dira ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait, parce qu'on parlera plutôt de ce qu'elle a fait avant ce qu'elle est en train de faire maintenant. On parlera d'éducation, on parlera de livres, bien évidemment, et on parlera ensuite de bibliothécaire et de tout ça. Donc, Madame Oudia, bonjour. Bonjour Serge. Comment vas-tu? Je vais bien. Alors, pour ceux qui te regardent pour la première fois, pour tous ceux qui ne te connaissent pas en dehors des réseaux, est-ce que tu peux te présenter pour eux succinctement? Oui. Alors, mon nom est Soraya Oudia, j'ai 28 ans, je suis assistante de projet dans un institut de recherche et aussi activiste littéraire. Et par le passé, j'ai travaillé comme bibliothécaire. Voilà. Bah, super intéressant. Donc, activiste littéraire, ça, j'ai jamais entendu ça. Hein. C'est quoi un activiste littéraire? C'est comme les activistes sociaux, tu sais. Moi, je milite pour l'accès aux livres. Donc voilà, je parle des livres, je dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent trouver les livres à petit prix, je conseille des livres, des lectures, ce genre de choses, vraiment. Alors, donc, en gros, activiste littéraire, c'est quelqu'un qui va militer pour l'accès aux livres, l'accès à la connaissance qui se cache dans les livres. Ah ben c'est super intéressant. Alors, donc tu disais que tu étais bibliothécaire avant, et moi c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce qui nous intéresse tous également, c'est de savoir comment on devient bibliothécaire. Vraiment, mais comme là il s'agit vraiment de toi, comment es-tu devenu bibliothécaire? Voilà. C'est important que tu puisses préciser parce que je suis devenue bibliothécaire pas comme on le deviendrait normalement. Parce que normalement, il faut suivre un cursus. Il y a une université, ISES, où ils forment les bibliothécaires. Ah, ici? Oui, ici. Mais pourquoi on t'a jamais parlé? Je ne sais pas, peut-être parce que vous ne vous y Non, mais regarde, moi, du haut de mes 33 ans, je me la pète un peu depuis que j'ai 33 ans. Hein. Du haut de mes 33 ans, j'ai jamais, je n'ai jamais entendu parler qu'on formait des bibliothécaires ici à Kinshasa et qu'il y avait tout un institut pour ça. Peut-être parce qu'on ne met pas en valeur le métier de bibliothécaire. Oui, peut-être pour ça, mais rassure-toi, moi aussi, j'en avais jamais entendu parler avant d'arriver à la bibliothèque et d'avoir des collègues qui étaient passés par là. Wow. Et l'institut, ce n'est pas seulement la bibliothéconomie, il y a aussi d'autres filières. Mais les bibliothécaires sont formés aussi là-bas. Mais moi, je n'ai pas étudié là-bas. Moi, j'ai fait économie à la base. Donc, j'ai fait économie et développement. Et puis, en licence, j'ai fait gestion de projet. Mais je m'intéressais aux livres depuis très longtemps. Donc, j'évoluais un peu dans le milieu. J'étais membre des associations, femmes de lettres congolaises, FELCO, écrivains du Congo, AGECO. Bref, je traînais un peu dans le milieu et je fréquentais les bibliothèques. Donc, avant de devenir bibliothécaire, j'étais plus abonnée. Les bibliothécaires qui allaient devenir mes collègues me connaissaient comme abonnée. Et comment est-ce que je suis devenue bibliothécaire? Ouais. Le problème avec moi, c'est que je ne sais pas faire cours. Non, mais vas-y, on a le temps. Voilà. Solo, on a le temps. Tu sais comment? Ouais. Alors, j'ai intégré d'abord l'Hippoposlam, un collectif des slameurs, et j'ai commencé à faire du slam. Et une fois je suis montée sur scène à l'Institut français, il y a le chargé culturel qui m'a vu, qui était intéressé, qui m'a invité à slammer à la fête du livre. Et j'ai slamé à la fête du livre. Il était plutôt satisfait quand il est parti. Il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Il m'a présenté il a dit à cette personne, voilà les gens que tu devrais rencontrer. J'étais sur la liste et j'ai rencontré Oriane qui venait remplacer Étienne. Oriane m'a demandé si je pouvais animer des ateliers. Elle cherchait des idées. Okay. Elle disait oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des ateliers de slam? Non, pas de slam. D'accord. Donc, elle cherchait des idées sur comment un peu redonner vie à la bibliothèque, apporter du nouveau, comme chaque personne qui arrive, qui veut apporter une touche de nouveauté. Et moi, je lui ai dit que je pouvais animer peut-être des ateliers. Elle a dit, OK, d'accord, on en parlera, la KIP. Mais elle m'a comme oubliée. Plus tard, je suis revenue parce que toujours dans d'autres activités, j'avais, longue histoire, mais il s'est fait que je devais tourner une vidéo pour Brut, mais que je devais tourner dans un endroit où il y avait des livres et aussi un endroit calme. Du coup, je suis revenue vers elle pour lui dire, je vais tourner une vidéo pour Brut pour parler de la littérature, pour parler des livres, de mon expérience sur tout ça en tant que Congolaise, dans une ville africaine en gros. Et c'est là qu'elle s'est souvenue que j'existais. Du coup, elle a dit, mais cette personne... Bon, ça, c'est ce que je me dis qu'elle s'est dit. Moi, là, c'est intéressant, hein?
Donc, si elle fait des choses comme ça, et ça te dit pour les ateliers, et aussi, il y a un poste qui se libère parce qu'il y a un bibliothécaire qui vient de partir à la retraite. Ok. Je dis, ok, d'accord, pas de problème. Donc, j'ai commencé d'abord à animer les ateliers. Pour le poste, c'était en suspens. J'ai animé quelques ateliers. C'était des ateliers d'écriture et de lecture avec les enfants. Donc, ce sont les ateliers Oritika. J'ai commencé ça avant de travailler à la bibliothèque. Et j'étais régulière. Les parents étaient contents parce que c'était des ateliers pour les enfants. Du coup, ils se sont dit, comme tu sais déjà comment ça fonctionne, les animations en bibliothèque un peu, et maintenant que l'autre personne est partie, parce qu'il était en procédure de partir à la retraite, maintenant qu'il est vraiment parti, est-ce que tu peux commencer comme vacataire? J'ai dit OK, j'ai commencé à travailler comme vacataire. Les bibliothécaires me connaissaient déjà, ça a été assez fluide parce que j'étais déjà abonnée et puis j'ai animé des ateliers. Donc c'est comme ça que je suis devenue bibliothécaire. On va dire courage na mo kaga, hein? On me voyait quoi, j'étais là. Et quand il y avait des choses à proposer, je proposais des choses. Donc voilà comment je suis devenue bibliothécaire. Et plus tard, ils ont essayé de formaliser tout ça. On a lancé le recrutement pour être vraiment effectif, plus vacataire, parce que vacataire, on était payé différemment. C'était un peu comme consultant en quelque sorte, mais pas totalement. Voilà, j'ai postulé, j'ai eu le poste. Il y avait aussi ceux qui venaient de l'ISES, justement, des bibliothécaires, mais j'ai eu le poste. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était dans le milieu littéraire depuis très longtemps. Enfin, ça a été comme les amoureux de la littérature versus ceux qui sont formés pour ça. Mais intéressant. Alors, du coup, c'est quoi le métier de bibliothécaire, tu vois? Parce que là, on voit comment tu es devenu bibliothécaire. Tu aimais d'abord, tu es une amoureuse inconditionnelle de la lecture. C'est bien, il faut choisir ses amours. Le monde de la lecture, c'est mieux. Donc, maintenant, tu deviens bibliothécaire. Mais c'est quoi le métier de bibliothécaire? En fait, quand on est bibliothécaire, on fait quoi en gros? Ouais. Alors, quand on est bibliothécaire, on accueille le public qui vient à la bibliothèque. Donc, on guide le public sur les livres à lire. Il y a ceux qui viennent avec une idée claire de ce qu'ils veulent lire. Il y a aussi ceux qui ne savent pas, qui ont besoin d'être guidés. C'est ce qu'on fait généralement, ce travail d'accueil, leur dire quelles sont les modalités, etc. Quand on est bibliothécaire, on commande aussi les livres. Donc, le fonds documentaire, on commande les livres en fonction des besoins, des usagers, mais aussi en fonction de la politique culturelle ou de la politique de la maison. Et là, moi, j'étais bibliothécaire à l'Institut français, donc on mettait en avant la culture française, on commandait aussi en tenant compte de ça. Et quand les livres arrivent, donc on donne une identité au livre. Donc le bibliothécaire va mettre les cachets estampillés, va mettre les codes des livres, parce que les livres sont classés selon... il y a une classification claire. Ça s'appelle la classification de Dewey. On ne classe pas les livres n'importe comment pour arriver à les retrouver facilement. Parce que si on les rangeait juste, ça allait être compliqué. Donc on les classe. Donc on classe les livres et on fait aussi de l'animation en bibliothèque. Donc, pour faire vivre un peu la vie à la bibliothèque, etc., on fait des animations, des ateliers. Il y avait une collègue, par exemple, qui faisait l'heure du conte avec les enfants. Voilà, ce genre d'activité. Et les livres, à un moment donné, les livres ont une vie. Quand les livres sont abîmés, on doit les désherber, donc les enlever de notre fonds documentaire et les mettre de côté. Alors, les mettre de côté, là, on peut les passer au pilon. S'ils sont très abîmés, on va devoir les détruire, les déchiqueter ou les brûler. Ou on peut aussi les donner. Ce qu'on faisait, c'est que pendant la fête du livre, par exemple, on donnait aux abonnés, on organisait des chasses aux livres, des activités vraiment pour désherber les livres qui ne sont pas en bon état. Voilà globalement ce que font les bibliothécaires. Donc, un bibliothécaire peut être en quelque sorte un conseiller d'orientation des lectures pour ceux qui viennent à la bibliothèque. Oui, en fait. Absolument. Et parfois, quand vous avez conseillé un livre et que quelqu'un l'a lu, quand il revient,
il vous dit j'ai aimé, donc vous discutez un peu, il y a cette discussion-là. Ouais. C'est pourquoi il y a aussi parfois cette sorte d'obligation d'être toujours souriant. Ah bah oui. Voilà, quelqu'un va venir vous parler d'un livre, il ne va pas vous demander est-ce que je peux vous parler. Non, il vient, il commence à vous en parler. Donc, ouais. Et il y a, t'as dit quelque part que, alors tu étais bibliothécaire à l'Institut français, oui. et tu as dit ça dépend de la politique de la bibliothèque. Donc on va essayer de mettre en avant la culture française. Donc, alors comment, je veux dire, comment toi tu as pris cela, tu vois, c'est-à-dire que tu es au Congo, tu es une Congolaise, et je vois souvent d'ailleurs, tu essaies vraiment de mettre en avant aussi la culture congolaise. D'ailleurs, tu as une chaîne YouTube également, oui. voilà, qu'on va mettre dans le détail pour que vous puissiez aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Oui, et voilà, vous abonner également parce que c'est super intéressant le contenu proposé sur la chaîne YouTube de Madame Odia. Ça parle parfois d'histoire également, de nos histoires communes en tant que Congolais, l'histoire tragique du Congo. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas été plutôt embêté d'être dans le rôle de celle qui va essayer de faire la promotion de la culture d'autrui au Congo, au lieu de faire plutôt la promotion de la culture congolaise au Congo? Ah oui, mais il n'y a pas que la promotion de la culture française en fait, parce qu'on a aussi... Enfin, j'en parle encore comme si j'étais encore bibliothécaire. On avait un fonds Congo. Okay. Et le fonds Congo, c'est essentiellement les biographies, les romans, poésie, vraiment, même des archives un peu, des écrivains congolais ou des livres sur le Congo. Donc, il y avait aussi le fonds Congo qu'on mettait souvent en avant. Et moi, ça ne m'a pas dérangée parce que je comprends bien le besoin de mettre en avant le Congo, tout ça. Mais... découvrir aussi ce qui se fait ailleurs, surtout que pour moi le livre c'est quelque chose qui te permet de voyager, de vivre plusieurs vies en une seule, donc il n'y a aucun mal à ce qu'on découvre ce qui se fait ailleurs, ce qui se dit ailleurs, comment les gens vivent ailleurs, parce qu'il y avait le rayon où il y avait les romans français, etc. Il y avait le fonds Congo comme j'ai dit, mais il y avait aussi tout un rayon roman africain, donc vraiment moi ça ne me dérangeait pas du tout. Cette diversité de culture, c'était très intéressant. Alors, tu as parlé de rayons où il y avait le fonds Congo, il y avait les romans français. En termes de fréquentation de la bibliothèque, pendant que tu étais bibliothécaire, plutôt, ce qui venait souvent fréquenter ta bibliothèque, est-ce qu'ils étaient tous jeunes? Est-ce qu'ils étaient vieux? Tu vois, c'est quoi la moyenne d'âge des gens qui venaient fréquenter? Est-ce que c'était plus de garçons que de filles? Tu vois un peu. Oui, oui. Et ça, c'est un élément très important parce que justement, on avait des statistiques. On tenait des statistiques assez régulières et il y avait plus d'hommes que de femmes, heureusement. C'était surtout les jeunes, on va dire. Les étudiants, majoritairement. Les étudiants battaient vraiment le record de... Mais pourquoi, à ton avis, il y avait plus d'hommes que de femmes? Je ne sais pas, peut-être... En tout cas, je n'ai jamais compris pourquoi, on va dire. Je n'ai pas m'hasardé à dire un peut-être. Ouais. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais voilà, c'est ce qui était. Il y avait beaucoup plus d'hommes que des femmes. Voilà, donc je disais que la moyenne, c'était les étudiants, surtout. Qui venaient surtout, je suppose que la bibliothèque était beaucoup plus fréquentée lorsqu'il y avait des travaux de fin d'études et exactement, tout ça. Qui venaient pour leur mémoire. Ouais. Il y avait, à une époque aussi, on a eu quand même une montée où il y avait beaucoup des jeunes garçons qui n'étaient pas forcément étudiants, mais tu sais, c'est l'époque où il y avait le trading était vraiment à la mode et tout. Comme on donnait aussi la connexion Wi-Fi, du coup, on avait pas mal de traders qui étaient là. Qui venaient, mais c'était surtout des jeunes. Et du coup, nous, on profitait pour leur donner goût à la lecture. Ouais. Ah, vous partez, vous ne prenez rien parce qu'il faut emprunter des livres aussi, on a le droit. Du coup, quand ils partaient sans emprunter, moi, je sais pourquoi ils sont venus. C'est pour le Wi-Fi, pour trader. Mais je leur propose un roman, ça peut être intéressant, etc. Voilà. Et il y avait aussi des enfants. Moi, je m'occupais essentiellement de l'espace jeunesse. Et il y avait beaucoup d'enfants. Alors, il y avait pas mal d'expatriés aussi, Institut français, Centre culturel étranger, mais côté catégorie lecture, les enfants, bien sûr, ils allaient à l'espace jeunesse, les bandes dessinées, tout ça. Les jeunes, généralement, les étudiants, c'était pour les livres un peu scientifiques, architecture, des livres pour la fac, en gros. Et les romans étaient souvent lus plus par les expats. Il y avait aussi quelques Congolais qui étaient très, très réguliers. Vraiment, les
les quelques Congolais qui lisaient, qui empruntaient souvent les romans, ils étaient connus en fait. Tu vois, parce que tellement ils étaient réguliers, assidus, et on a lancé un club de lecture même à partir de ça. Ah ben c'est génial. Mais justement, alors, pour avoir évolué au Congo, enfin comme moi aussi, est-ce que tu sens qu'avec le temps, est-ce que tu as senti que l'intérêt des gens pour la lecture a augmenté ou il a baissé? Comment, c'est que si tu devrais faire un diagnostic dans ce sens-là, par rapport aux gens que tu as vu fréquenter la bibliothèque, tu es resté combien de temps en tant que bibliothécaire? 2 ans et demi. Bah, alors, disons, en 2 ans et demi, prenons vraiment la ligne de temps, 2 ans et demi. En 2 ans et demi, en voyant les fréquentations de gens à la bibliothèque, je vais dire à la fois les expatriés, mais vraiment surtout les nationaux. Est-ce que tu as plutôt senti que l'intérêt pour la lecture avait augmenté ou avait baissé, avait diminué? Je dirais que en tant que bibliothécaire, je ne peux pas avoir de point de comparaison vraiment, parce que bon, je ne sais pas ce qui se passait avant. J'aurais peut-être, ça aurait été une bonne question à poser quand j'étais bibliothécaire justement à ma supérieure pour savoir si avec le temps ça a changé. Mais dans l'observation générale que je fais tous les jours, en dehors de l'époque où j'étais bibliothécaire, je trouve que l'intérêt pour la lecture est de plus en plus fréquent, surtout chez les jeunes. Et surtout chez les jeunes filles, justement, qui sont très fans de romance. Il y a un nouveau genre là, new romance, dark romance. Ça a été surtout grâce à TikTok, Instagram aussi, donc le BookTok, Bookstagram. Les jeunes filles, surtout, s'intéressent de plus en plus. Les jeunes garçons aussi, mais eux, c'est plus développement personnel. Et les livres un peu, les essais, tu vois, ils se disent les livres sérieux. Oh, bon, c'est un autre débat, mais... Comme quoi la jeune fille va aller dans les romans parce qu'elle a besoin elle va chercher un peu de l'amour et tu vois, c'est très stéréotypé, je pense, parce que dans les romans... Bon, bref. Je risque de créer un débat parallèle. Non, mais vas-y. Non, mais vas-y, hein, ne t'en fais pas. Vraiment, l'idée, c'est aussi de créer ce débat-là. Si de ce débat peut sortir quelque chose de bien pour essayer voilà, le débat, c'est à la fois une forme de diagnostic également de la société et dans un domaine précis. Donc là, c'est par exemple dans le domaine de la lecture, de la bibliothèque et tout ça. Si ça peut créer un débat pour essayer de tirer quelque chose de positif afin de faire avancer les choses, pourquoi pas? Ouais. Oui, donc, comme je te disais, les jeunes garçons, ils ont cette sorte de complexe de supériorité. Par exemple, il y a un truc qui s'est passé à la bibliothèque. À l'époque où j'étais bibliothécaire, il y a un jeune homme qui est venu et m'a dit « Je cherche un livre qui parle des émotions ». Et moi, je suis allée vers le rayon jeunesse et je lui ai montré un livre. C'était une sorte, c'est pas encyclopédie, mais quelque chose un peu dans ce genre qui parlait des émotions. Il m'a dit, ouais, mais ça, c'est un livre pour enfants. Tu vois, il était en mode, tu me rabaisses. Or, moi, je sais que, par exemple, dans les livres pour enfants, les choses sont expliquées tellement mieux, tellement de manière plus claire et limpide que tu les comprends plus facilement et tu peux les expliquer, les rendre, faire une recension plus facilement. Et ce côté complexe de supériorité un peu, moi je trouve que c'est un blocage. Voilà. Autant je ne suis pas, je ne vais pas encourager une jeune fille, par exemple, à ne lire qu'un seul genre, à ne lire que la dark romance ou new romance, etc. Parce que nous, à notre époque, c'était un peu Harlequin, Adoras, tout ça. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est les dark romance, Colleen Hoover et tout le reste. Mais je trouve qu'il ne faut pas s'enfermer dans un genre et catégoriser et dire ça c'est pour les filles. On revient à ce truc de bleu c'est pour les garçons, rose c'est pour les filles. Non mais moi je suis d'accord avec toi parce que moi dernièrement j'ai participé à un club de lecture effectivement où j'ai vu que mais on a beau dire que c'est stéréotypé mais la réalité des choses, le constat, voilà, les constats, il est là aussi et il est réel. Tu vas rentrer dans une bibliothèque, si tu prends un échantillon de 10 personnes, et vraiment sexe, genre mélangé, tu verras que s'il y a 4 garçons et 6 filles,
peut-être que toutes les 6 sont en train de lire un roman et que les 4 garçons, sur les 4, tu as peut-être un seul qui est en train de lire un roman et les 3 autres sont en train peut-être de lire un essai sur la politique africaine, un essai sur la décolonisation, un essai sur ceci. Et la conséquence, c'est que, en fait, parce que la lecture, en mon sens, c'est que c'est un terrain où on vient pour avoir les armes qui puissent nous construire et nous permettre en fait d'être mieux préparés et d'être mieux engagés dans nos combats futurs. Ouais. Tu vois, pour moi vraiment c'est comme ça que je vois la lecture. Et tu penses que les filles en lisant plus les romans, elles ne seront pas forcément armées? Bon, personnellement, c'est intéressant ce qu'on est en train de faire là, c'est un très bon débat. Personnellement, je suis pas très fan de romans, surtout pas des romans d'amour. C'est absurde d'aller chercher l'amour dans des livres. Après, ça ne concerne que moi. C'est mon avis. Tu vois, moi, je ne suis pas très fan de romans. Mais après, c'est peut-être par rapport à mes objectifs, c'est peut-être par rapport à mon cheminement de vie, tu vois, où je me dis que voilà, j'ai des combats à mener, j'ai un idéal à rencontrer plus tard, et dans la construction de mon idéal, je ne vois pas qu'est-ce qu'un livre sur l'amour perdu dans la planète Mars m'apporterait, tu vois? Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. Je trouve que tu as tort, parce que justement, tu es comme un peu ces gens qui critiquent TikTok, mais qui ne sont pas sur TikTok. Non, moi je suis sur TikTok et j'ai critiqué TikTok. Ah, bon, ça, toi, donc il y a maintenant une middle catégorie. Mais ce que j'essaie de dire avec ça, les gens qui ne sont pas sur TikTok et qui critiquent TikTok, c'est que les gens qui ne lisent pas les romans, mais qui critiquent les romans. Je trouve aussi que c'est problématique. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, on est dans le débat du fédéralisme. Non, j'ai dit roman d'amour, hein. Attention, j'ai dit roman d'amour. T'as dit roman, ok. Non, j'ai dit roman d'amour. Bon, ok, ça va. Parce que regarde, t'as des très bons romans. Mais regarde, 1984 de George Orwell. Je l'ai pas lu, mais c'est un super, mais c'est un roman. Parce que en fait, 1984, ça n'a pas été écrit en 1984, ça a été écrit dans les années 60. Oui. Mais il essaie de se projeter. Là, tu es en train de rectifier le tir. Du coup, tu casses tout mon argument. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des romans où tu peux apprendre beaucoup plus que dans un essai. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Alors dire que quand on les romans d'amour. Même dans les romans d'amour, on peut en apprendre sur le fonctionnement de la psychologie humaine, du comportement humain. Ouais, mais bien sûr, mais moi, j'ai pas besoin de... bon, après, on va pas parler tu as bien dit que c'était en fonction des besoins. Oui, c'est en fonction des besoins. Mais je suis vraiment très d'accord. Mais je ne pense pas qu'il n'y a que en lisant un livre où il y a marqué fédéralisme que tu en apprends sur le fédéralisme. Non. Mais si tu lis L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi, tu en apprends beaucoup sur ce que peut causer la sécession ou les guerres au lendemain des indépendances, autour des ethnies, etc. Tout ce que ça a pu causer, etc. Ça peut t'en apprendre beaucoup sur comment le Nigeria est arrivé au fédéralisme. Et du coup, tu es plus armé que quelqu'un... Parce que tu parlais de chercher les armes. Non, mais attention. Tu seras plus armé. Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, je suis très d'accord avec toi. Mais en fait, quand on va se mettre dans... Le plus important aussi, quand on va lire un livre ou un bouquin, c'est pourquoi je suis en train de lire ces bouquins. Si je vais lire Chimamanda parce que j'aime beaucoup Chimamanda, c'est-à-dire qu'elle peut raconter la très belle histoire des coups d'État au Nigeria, machin et tout ça, quoique romancé, etc. Moi, je vais lire ça comme si j'étais en train de lire une histoire. Et puis, j'aurai mes émotions. Oh, vraiment. Oh, non, tu vois le truc. Pas du tout. Ça, je pense que tu te limites et tu limites aussi les autres. Ouais. On peut ouvrir un livre avec... parce que moi, je lis, par exemple, pour le plaisir. Je dis ça, je lis plus pour le plaisir, mais j'ai appris beaucoup de choses en lisant pour le plaisir. Alors, quand tu dis que même si elle parle de sécession, de la guerre du Biafra, je ne vais pas forcément saisir la portée de tout cela parce que moi, je suis en train de lire pour le plaisir. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas comment tu lis, en fait, parce que moi, quand je lis un livre, parfois, je laisse des espaces entre mes lectures parce que le livre t'habite.
il y a un personnage qui te revient à l'esprit. C'est pour ça, moi, je trouve très important que les personnages soient très bien travaillés. Parce que le personnage va te revenir plus tard. Et même, tu peux finir un livre. J'ai fini un livre et c'était un livre sur une mère et ses enfants. J'ai fini le livre, j'étais du côté de la mère. Mais plus tard, en y réfléchissant, parce que la mère, le titre, c'est « Les enfants sont une bénédiction ». On lui a dit « Donne tout pour tes enfants, ils vont t'aider ». Finalement, Banabasunga était. J'étais très en colère contre les enfants. Mais en réfléchissant, en évoluant, je me suis dit, mais non, c'était pas leur faute, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être là, ils ne vont pas porter la charge de quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. En ouvrant « Les enfants sont une bénédiction », je ne pensais pas, je vais en apprendre sur les rapports parents-enfants. Non. C'est par accident que tu peux apprendre quelque chose. Donc, si tu penses que tes objectifs de lecture, quand tu ouvres un livre, quête de sens, tu te dis, je lis parce que ça parle sûrement politique ou ça parle sûrement du Congo, etc. Tu penses que cet objectif-là ne peut pas changer ou tu ne peux pas apprendre d'autres choses en cours de route. Tu te limites et tu limites les autres. Je pense que ça peut évoluer, ça peut changer. Il y a même parfois juste une petite phrase qui peut changer. Quand les gens disent ce livre a changé ma vie, ok. Quand on fait phrase donc, faut pas se limiter. Je pense qu'on peut, peu importe le type de lecture, on peut beaucoup apprendre. Donc le message, c'est de dire aux garçons, n'aie pas honte de lire des romans d'amour, même si la page de couverture a la couleur rose, c'est pas grave. N'ayez pas honte de lire des romans d'amour. Diversifiez vos genres de lecture, c'est très important, parce que le but quand on ouvre un livre, c'est qu'on va toujours apprendre quelque chose. Voilà, n'ayez pas d'a priori lorsque vous vous mettez pour les filles, à lire des livres. Les essais, oui, voilà, les garçons et les filles. Essais, donc on va essayer de mélanger un peu tout ça. Donc les filles, lisez aussi des essais. Lisez Quête de sens, lisez lisez des essais politiques, c'est très comme pour bien. les jouets, donc voilà, les garçons exactement. peuvent jouer avec des poupées, les filles avec des voitures. Non, moi les garçons, pourquoi ils vont jouer avec des poupées? Bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un débat. Mais écoute, on a parlé des stéréotypes et il y a un stéréotype que toi et moi on a souvent entendu par rapport à la lecture et par rapport au noir. On dit, tu veux cacher un truc à un noir, mets-le dans un livre, le truc restera là pendant 10, 20, 30 ans, puisque le noir n'aime pas lire. Qu'est-ce que tu penses de ces stéréotypes-là? Alors, je pense que je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Ouais. Parce que je me rangerais peut-être plus du côté de dire que les Congolais ou les Noirs ne lisent pas souvent. Et même ça, ce serait juste à prendre avec des pincettes, tu sais, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête sur ça. Mais j'aurais tendance à dire ça parce que je me rends compte que l'accès aux livres est très difficile. Oui. Voilà. Donc, si les gens lisent moins, c'est peut-être parce que les livres coûtent cher. Parfois, ils ne savent pas où trouver les livres, etc. Peut-être pour ça. Et qu'il n'y a pas suffisamment de bibliothèques aussi. Exactement, mais pas parce qu'ils n'aiment pas lire, tu vois. Et on ne peut pas enfermer tout le monde dans les « ils n'aiment pas lire » alors que parfois on ne leur a même pas fait goûter. Yo, lo bolinga mikatalo sauté non lia honte. Et ça a goût. On va te demander, genre, une fois j'étais au marché avec une tante, je raconte souvent cette histoire et d'autres de me demandent olinga mikatalo so. Et puis non, on a lu en honte non. Du coup, pourquoi on va dire que les gens n'aiment pas les livres alors que parfois il y a des gens qui n'ont jamais lu. Mais du coup, est-ce que tu penses que certains stéréotypes, c'est pour rabaisser de peuple, quoi? Oui, exact. Je pense que c'est pour rabaisser des peuples et c'est des conclusions très hâtives, surtout qu'on n'a pas mis les livres on n'a pas mis les livres à la disposition. Moi, je suis pour qu'on mette des livres à la disposition, même vraiment de manière très massive, et puis on va voir s'ils n'aiment pas. Mais ça nous fait une très belle transition. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation congolaise, de la place de livres dans l'éducation congolaise? En parlant d'éducation, je parle vraiment du système éducatif, de l'école congolaise. Pour toi, quelle est actuellement la place des livres? Ou si la place des livres actuellement, comment tu évalues la place des livres et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le sens de, voilà, est-ce qu'il faut plus de livres? Enfin, j'essaie de donner des réponses, mais vas-y. Comment, pour toi, la place de livres dans l'éducation congolaise, dans le système éducatif congolais? Alors, à la place du livre, je trouve que c'est une place qui est très petite, tu vois, c'est comme accessoire un peu. C'est vrai que dans le programme scolaire, par exemple, nous, on avait des textes qui étaient des extraits des romans africains.
Je me souviens qu'on a vu Ville cruelle des Aboto, mais pas l'entièreté, juste un extrait, un extrait de où il pleut, etc. Et quand j'ai lu le roman en entier, je me suis dit, mais ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Et j'ai compris que c'est l'extrait qu'on nous avait montré, en fait. Et ça, je trouve ça problématique dans notre... je ne sais pas ce qui se fait ailleurs dans d'autres programmes, mais dans notre programme, je trouve ça insuffisant que notre contact avec la littérature africaine, par exemple, ce soit juste des extraits comme ça. Moi, je me souviens qu'on a lu La mort de Faye à l'école. Je devais être en premier secondaire et ça m'a bouleversée. Ça m'a hantée pendant très longtemps. Et ce n'est qu'il y a quelques mois que j'ai lu le roman entier de Ousmane Sembène, Au pays, mon beau peuple. Justement, c'est un extrait de Au pays, mon beau peuple. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne nous a pas donné... Enfin, je ne l'ai pas lu avec le même goût, la même passion. Je me suis dit, j'aurais bien aimé lire le roman en entier à cette époque-là. Tu vois, donc on parle quand même de littérature africaine parce que parfois les gens disent non, il n'y a pas... Mais on en parle très peu. On en parle très peu. C'est-à-dire que la place qu'on va donner à Victor Hugo à l'école congolaise africaine, elle est plus prépondérante que la place qu'on va donner à Ousmane Sembène. Non, ça c'est des trucs de panafricanistes. Non. Non, mais c'est vrai, Madame Odia. Non, pas du tout. On n'étudie pas Victor Hugo. Quand je dis que c'est insuffisant, Madame Odia, on étudie Victor Hugo. Mais c'est des extraits aussi, c'est pas... On ne lit pas les romans de Victor Hugo. Un gros raciste. Mais on lit pas... Qu'est-ce que tu penses du fait qu'un noir congolais, africain de manière générale, sera très fier, par exemple, de te réciter les citations de Victor Hugo et il aura un peu honte de te réciter les citations des Siméon Kola, par exemple? Non, ça c'est un problème de colonisation mentale, tu vois. Donc mon panafricanisme n'est pas vain. Non, je ne dis pas que ton panafricanisme est vain. Faut pas te faire mettre dans la sauce avec ton panafricaniste. Ce que je dis, c'est que il y a une forme, faut reconnaître qu'il y a une forme de colonisation mentale. Exact. Ils ont bien réussi leur coup parce que ils sont partis physiquement, même s'ils sont pas si partis que ça. Bref, ça c'est un autre débat, mais dans nos têtes, ils sont là. Ouais. Regarde comment... français. Ouais. Et il y a des endroits où, quand tu ne parles pas français, donc, où le mérite, c'est juste de parler le français. Ou le mérite aussi, c'est de savoir accrocher le petit mouchoir là pour manger. Absolument. Tu te rends compte? Tu vois. Donc, le truc de évoluer là, on a tellement matrixé nos aïeux que ça a été perpétué. C'est difficile de faire partir ça. Pas impossible. Pas impossible, mais c'est ce qui fait que c'est difficile et que peut-être les gens seront plus fiers de dire qu'ils connaissent Victor Hugo, etc., qui font des citations, mais ils ont... Moi, j'ai jamais rencontré des gens qui ont honte de citer des auteurs congolais, mais bon, si tu en as rencontré, si tu le dis. Mais comme je disais, même Victor Hugo, c'était des extraits. Pour en revenir à la place du livre dans l'éducation, on n'a pas vraiment les romans. Et quand maintenant on arrive vers 4e, 5e, 6e, on nous dit on va faire des exposés, aller chercher des romans. Généralement, comme c'est une sorte de culture, c'est transmis. Quand on vous donne un exposé, vous devez parler de Zaminga. C'est comme une sorte de code qui s'est passé entre les élèves. Tous les élèves, quand il faut faire un exposé, c'est Zaminga. C'est Zaminga, alors que les profs ne limitent pas. Mais en même temps, même les profs ne conseillent pas autre chose. Ils disent ramener un roman. Les élèves ramènent... Attends, on te dit ramène un roman, tu vas dans une librairie, tu vois un petit roman comme ça de Zaminga. Surtout si tu n'as jamais rien lu, à part les extraits de texte. Tu prends Zaminga. Et moi, je trouve qu'à ce niveau... Il y a un travail que l'éducation nationale devrait faire justement pour mettre à la disposition de nos écoles, de nos élèves, de nos enfants, un peu plus des lectures d'auteurs congolais, africains de manière générale. Oui, et ça, je pense que c'est un travail qui doit être fait de concert entre... que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, mais aussi les écrivains. Oui. Il y a des associations comme AGECO, Écrivains du Congo, qui... j'ai été membre de ces associations, donc on en a souvent discuté, souvent parlé. Je pense que c'est un travail qui doit être fait de concert pour mettre en avant les romans, surtout pas seulement les extraits de texte. Les romans, les livres, les essais. Bref, les essais, oui. La littérature. Je cite rarement les essais parce que je suis pas fan d'essais. En général. Mais les essais aussi, ça compte. D'accord, Madame Oudia. Mais écoute, on est en train d'atterrir petit à petit là. Alors, bon, il y a la question qui fâche.
Que penses-tu des écrivains congolais, justement? Parce que là, on vient de relever le fait qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos systèmes éducatifs et que les enseignants n'orientent pas les élèves quand ils leur demandent de faire des exposés. Ils n'orientent pas les élèves sur de romans ou de la lecture des écrivains congolais. À ton avis, pourquoi? Que penses-tu des écrivains congolais? Ce que je pense des écrivains congolais... Enfin, je peux pas mettre des... Tu vois, c'est comme si tu me demandais qu'est-ce que je pense des hommes. Je peux pas mettre tous les hommes dans un même sac et dire les hommes, non. Il y a des écrivains congolais, il y a différentes catégories, mais s'il y a des griefs que je pourrais avoir globalement, de manière globale contre eux, il y a aussi le truc où ce sont des érudits qui... En tout cas, pas tous. Non, bah. Je sens que tu veux pas... J'essaye parce que je ne veux pas... moi, je n'ai pas encore été publiée. Je veux pas qu'il y ait un clash où on vient me dire, toi, t'as déjà écrit quoi? Je ne veux pas ça. Mais, par exemple, Zamenga, dans le milieu littéraire, il a souvent été rabaissé. On disait que c'était pas un auteur, c'était pas un vrai auteur. Alors que il était le plus lu, tu vois. Zamenga a réussi le pari de se rapprocher du public et je pense que les écrivains congolais devraient surtout travailler pour réussir ce pari aussi. Mais réussir ce pari, pas en se prostituant, pas en amoindrissant leur écriture, en écrivant, je ne sais pas, comme pour les bébés, mais essayer de se rapprocher un peu plus en fait, tu trouves que dans leur écriture, ils sont un peu trop savants? Ils sont trop savants, ils s'éloignent de la masse. trop enfermés dans les termes compliqués et même dans la promotion des livres. Ce que je disais souvent... Je disais, moi, je serais comme l'apôtre Paul dans ce milieu littéraire. J'irais conquérir, tu vois, ceux qui ne sont pas du milieu littéraire. Parce qu'on avait cette impression que dans les activités littéraires, c'était les mêmes visages. C'est comme une sorte de secte, un cercle des érudits. On parle un gros français, on écrit des gros français. Et même, il y avait une activité qu'on appelait Jeudi critique. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et c'était nous, entre nous, toujours nous, le public, les profanes, ils n'étaient pas forcément mêlés. Je pense que l'écrivain congolais, j'allais parler d'une autre polémique, mais je vais pas citer des noms. Tu sais, je trouve qu'il y a des artistes musiciens qui font l'art pour l'art et qu'il y a des artistes musiciens qui font juste du business. Ils regardent le marché, qu'est-ce que ça donne, ok, on va faire ce que les gens demandent. Je trouve que ceux qui font l'art pour l'art se trompent parce que finalement, Obima, c'est un l'art. Parce que ça ne va pas te payer. Exactement. Mais en même temps, être là, tu te prostitues, donc moi ça me ah ok, pas c'est ça Hollandi. Ce n'est pas intéressant. Faut peut-être trouver le juste milieu. C'est pourquoi je pense que les écrivains congolais ne devraient pas forcément se renfermer dans leur cage là avec les mots compliqués. Mais je dis écrivains congolais de manière globale. Il y a ceux qui se démarquent aussi. Exactement. Et je trouve qu'ils devraient non pas écrire tenter de ressembler à Zamenga tous parce que c'est Zamenga qui se vend le plus, non, mais trouver un juste milieu pour qu'on puisse les lire, les étudier, qu'on soit connu aussi ailleurs, etc. Par exemple, si on prend Chimamanda Ngozi, je trouve que elle aborde des thèmes qui font écho à ce qu'on vit dans la société, etc. C'est des thèmes très profonds. En tout cas, par exemple, dans l'Hibiscus pourpre, c'est un thème très important sur les relations familiales, etc. Mais c'est raconté simplement, mais c'est très profond. On peut même faire des conférences et des colloques sur ce livre. C'est-à-dire que tu penses que le succès d'un livre dépend énormément de la manière dont on va écrire? Absolument. Et la construction des personnages, les thèmes qu'on y aborde. Donc, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à écrire, il y a beaucoup de thèmes à explorer. Quand on observe notre vie... Oui, j'allais justement te demander, à ton avis, c'est quoi les thèmes explorés par les écrivains congolais en majorité, quoi, le thème vraiment le plus exploré, et si tu devrais conseiller également d'autres thèmes que tu considères les moins explorés, ça serait lequel? Je trouve que tous les thèmes ont été explorés. Okay. Enfin, pas tous forcément. On parle de guerre, on parle de politique. La politique revient souvent dans les romans congolais.
il y a aussi des romans, par exemple, on parle d'immigration. À l'ancienne, c'était vraiment politique et aussi, on sentait, par exemple, dans les œuvres de Mudimbe, ce côté où les gens sont tiraillés entre tradition, modernité, etc. Ouais. Beaucoup de thèmes ont été abordés, mais je trouve juste essayer de simplifier un peu plus, sans trop simplifier non plus. Les thèmes aussi sur, bon, la vie quotidienne, par exemple. On peut parler de violence conjugale. Ça a déjà été exploré par plusieurs personnes, par plusieurs auteurs. Mais si un auteur congolais aborde ça avec nos réalités, tout ce qui peut se passer en termes de violence conjugale, comment c'est traité dans la société congolaise, on peut bien encore en reparler. Mais il suffit d'être un peu plus simple, comme j'ai dit, et aussi de bien construire les personnages. Surtout, moi, je suis très fan des personnages qui sont bien construits. Et surtout de ne pas avoir peur d'explorer d'autres horizons également, parce que l'auteur congolais, l'écrivain congolais, doit également conquérir le monde. Ce que je veux dire, c'est que l'écrivain congolais doit devenir également une référence idéologique en économie, une référence idéologique en philosophie, tu vois, un peu tout ça. C'est-à-dire que l'auteur congolais, au lieu de se prendre pour le Nietzsche congolais, il peut se dire, bah, moi, je suis juste un Congolais qui conçoit la société de telle façon et j'essaie de mettre sur papier ma conception de la société et de ce que la société doit être pour moi, en m'inspirant bien évidemment des réalités sociologiques, anthropologiques, ontologiques du peuple bantou congolais. Et voilà, si ça doit être la ligne que je pense pour l'avancement du monde, pourquoi pas? Oui. Tu vois? Donc, c'est un conseil important que tu donnes, je pense. Et peut-être parfois ça fait peur, ils se disent, si je fais ça, ça ne va pas bien se vendre parce que les gens, si je ne ressemble pas à Nietzsche, ça ne va pas bien se vendre. Alors que notre musique nous a montré le contraire. Exactement. Mais l'exemple de la musique... On peut être soi-même et se vendre à l'international. Non, mais l'exemple de la musique est parfait parce que moi, je suis un grand mélomane. J'aime beaucoup la musique congolaise et si on devait me donner une étoile d'ambassadeur de la rumba, je pense que ça serait mérité parce que je parle de la rumba à temps et à contre-temps, partout et nulle part. Je suis un grand fan de la musique congolaise. Et tu vois, ça s'est bien vendu. Les gens sont fans du Lingala. Absolument. Il y a des gens qui chantent, ils savent même pas ce que c'est. Alors qu'on est resté soi, mais ça s'est vendu. On peut rester soi-même et ça se vend. Il ne faut pas qu'ils aient peur de rester, d'être eux-mêmes. Super. Ben, écoute, Madame Oudia, moi j'ai beaucoup apprécié notre échange. C'était super intéressant. C'est toujours bien de discuter avec toi. De toute façon, cette fois-là, c'était face caméra. Et c'était super intéressant. Et alors, moi, j'aime toujours terminer avec une question. La première, ce sera... parce que là, l'idée des idées, c'est aussi de transmettre. Pour toi, quel serait le message, ton message à la jeunesse aujourd'hui? Ça serait quoi? Bien évidemment, dans le cadre de la lecture, qui serait quelque chose d'important à ne pas négliger parce que ça permet le développement de l'esprit et de l'âme. Et au final, si ton âme et ton esprit sont élevés, ça fait que voilà, tu entraînes avec toi une grande partie de gens et après, tout son concours pour le bien-être universel, tu vois. Donc, message à la jeunesse, ça serait quoi ton message à la jeunesse? Alors, mon plus grand message à la jeunesse, ce serait... de s'armer de connaissances. Dans les livres, il y a beaucoup de connaissances, même dans les romans, comme on en a parlé. Peu importe le type de livre, on peut tomber sur une forme de connaissance à laquelle on ne s'attendait pas, ou même en allant chercher avec objectif principal d'apprendre quelque chose, on peut trouver beaucoup de choses dans les livres en tout cas. Et je conseille aux jeunes de s'intéresser aux livres. Il y a des options moins chères, il y a des bibliothèques où l'abonnement annuel coûte 1500 francs l'année, donc vraiment toute l'année 1500 francs. 1500 francs congolais? Francs congolais. Wow. Donc les livres sont à leur portée, qui puissent s'armer de connaissances parce que le monde de demain... Ça va être chaud, le monde de demain. Ça va être vraiment chaud, alors il faut se former. Absolument. Il faut se former, s'armer pour être prêt parce que ça va très vite aussi. Donc qu'ils puissent rester aussi curieux et ouverts à la connaissance vraiment, avoir la soif d'apprendre continuellement. C'est très important, je pense. Ok. Alors, conseil des lectures. Si tu devais conseiller 3 bouquins, quels sont les bouquins que tu conseillerais à nos téléspectateurs et aux jeunes de manière générale, quoi? Ça, c'est très délicat.
3. Oui, 3. On a parlé de décolonisation mentale. Absolument. Donc, je vais aller plus littérature africaine essentiellement. Mhm. Il y a Tous s'effondre de Chinua Achebe. Je trouve que c'est une œuvre fondamentale qu'on devrait lire vraiment, surtout en ce qui concerne la littérature africaine, pour s'initier un peu. Tous s'effondre. Quoi d'autre? C'est vraiment délicat de proposer 3 livres. Même les auteurs congolais, hein, tu as le droit. Les auteurs congolais. Bon, si je dois aussi toucher aux auteurs congolais, je conseillerais, surtout pour les jeunes, en tout cas, ou ceux qui s'initient à la lecture, qui débutent un peu, Chaba 2, Les carnets de Mère Marie-Gertrude de Valentin Yves Moudimbe. Okay. Ça parle un peu de la guerre de Chaba, mais aussi ça parle de beaucoup. C'est un petit pour ceux qui ont l'habitude. Le Chaba qui est l'ancien Katanga. Hein. Oui, voilà. Oui, exactement. Ouais. Donc ça parle de guerre, ça parle de colonisation. Tu vois, il y a la guerre, mais on vient prendre les religieuses, parce que c'est l'histoire d'une religieuse, Mère Marie-Gertrude. On vient prendre les blanches, on part avec eux, et la noire reste. Tu vois, il y a cette séparation-là, ouais, qui est très intéressante. Et aussi, c'est un roman historique. Vraiment, le roman congolais que j'aime beaucoup, enfin, c'est pas le seul, mais je conseillerais celui-là. Autre chose. Et le troisième. Si c'est Victor Hugo, n'aie pas peur de dire Victor Hugo. Oh, j'aurais pas peur, t'inquiète. Mais tu vois, j'essaie de conseiller des livres vraiment, tu vois, ouais, classiques, absolument, à avoir absolument lu dans une vie. Et le troisième, là, je trouve pas. Tu as parlé au courant de cet échange des Chimamanda, je trouve que ça pourrait être intéressant. Oui, ça pourrait être intéressant, mais il y a d'autres aussi. Bref, on va partir sur Chimamanda. Ouais. Alors, et même là-dedans, il faut choisir aussi qu'est-ce qu'il faut absolument. Bon, si on a lu Chaba 2, L'autre moitié du soleil, ce sera un peu se répéter. Hibiscus pourpre, c'est... Enfin, il y a des gens qui risquent de ne pas aimer parce que c'est très violent. Ça parle vraiment des conflits familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on proposerait aux gens? Oh, le troisième ne vient pas. Ouf. Souffle-moi des idées. Allez, vas-y, je sais pas, un truc qui serait peut-être... mais tu sais, tu n'es pas obligé de proposer que de romans, hein. Tu peux proposer des essais. Identité meurtrière d'Amin Malouf, j'ai beaucoup aimé, Amin surtout Malouf, pour les Congolais, en tout cas, pour ce qu'on traverse en ce moment. Très on a du mal à rester unis, notre unité est mise à mal et je trouve que cet essai-là, c'est l'essai à lire pour... Donc tu as dit c'est Amin Malouf, Identité meurtrière. Identité meurtrière. Ouais, voilà. Donc tes trois... Ce ne sont pas mes préférés, les 3 que je conseillerais là comme ça. Aux jeunes. Qui doivent s'armer du savoir. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Madame Odia. Merci à toi d'avoir été là. J'ai été très content de partager cet instant avec toi, ces moments avec toi. C'est toujours des échanges passionnants, vraiment voilà, autour de la littérature. En fait, le but vraiment, c'est de déconstruire ce plus grand stéréotype, de dire que les Noirs, ils lisent pas. Tu vois, ça n'a aucun sens. Et surtout de dire que voilà, puisqu'ils sont d'une tradition orale, et on essaie de faire passer la tradition orale comme si c'était vraiment quelque chose qui ne devrait pas exister, alors que bon voilà, c'est une de valeurs africaines qu'on doit continuer à garder. Mais c'est à nous de valoriser. C'est à nous de valoriser, voilà. Donc d'où le but aussi quelque part de mettre en place ce cadre où on va arriver, où on va échanger et pour déconstruire les stéréotypes. Le but vraiment, c'est de déconstruire les stéréotypes. On est là, tu as parlé des bouquins, tu as été bibliothécaire dans ton ancienne vie, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, donc ça ne fait pas pour autant de toi une personne différente d'autres Congolaises voilà, qui te ressemblent à la fois par la couleur de la peau, par le parcours professionnel, éducatif. Exactement. Et tout ça. Donc le but vraiment, c'est de continuer ensemble de créer cette masse critique qui va essayer de permettre à la masse en général d'essayer de monter les escaliers, tu vois, de la connaissance pour atteindre les développements universels et généraux de tous les Congolais. Ouais, c'est très important, je pense. Merci à toi d'être passé. Merci pour l'invitation. Je te remercie énormément et j'espère que prochainement on t'aura encore pour un autre sujet. Ou cette fois-là, je crois que je dois t'avoir toi
un écrivain congolais et moi, comme ça on va essayer de discuter un peu. Ça risque de tourner en clash. Ça risque de tourner en clash. Il y a d'autres sujets. Ça serait intéressant. Soraya n'est pas que livre. On peut parler aussi du panafricanisme, on peut parler de féminisme, il y a beaucoup d'autres sujets. Rendez-vous pris pour le prochain numéro où on parlera panafricanisme ou féminisme. Merci beaucoup. Merci à toi. Chers amis, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce numéro des idées. Vous avez vu comment c'était passionnant. On a parlé de littérature, on a parlé de bibliothèque, on a parlé vraiment de l'importance de la littérature dans les systèmes éducatifs congolais. J'étais très heureux de recevoir Madame Odia qui a expliqué des choses que nous ne connaissions pas ou qui a apporté plutôt un peu d'essence ou de carburant dans le moteur du savoir des Congolais en général. Et voilà, nous sommes contents. Merci à vous et continuez de nous suivre. Abonnez-vous parce que c'est important. Enfin, on m'a dit de répéter cette phrase-là quoi, pour que ça fasse un peu... les gens s'abonnent. Donc, abonnez-vous parce que c'est important pour le référencement. Et puis, mettez de like, même si vous n'aimez pas ma tête. C'est pas grave, je comprendrai. Donc, mettez de like et merci énormément. On continue de faire ce qu'on fait. C'est pour l'avancement de notre pays de manière générale. Merci et que Dieu bénisse la RDC. Bye bye.